Bonjour. Aujourd'hui, 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, chapitre 20. Le détroit de Torrès. Pendant la nuit du 27 au 28 décembre, le Nautilus abandonna les parages de Vanikoro avec une vitesse excessive. Sa direction était sud-ouest, et en 3 jours, il franchit les 750 lieues qui séparaient le groupe de la Pérouse de la pointe sud-est de la Papouasie. Le 1er janvier 1868, de grand matin, Conseil me rejoignit sur la plateforme. « Monsieur, me dit ce brave garçon, monsieur me permettra-t-il de lui souhaiter une bonne année ?»« Comment donc, Conseil ? Mais exactement, comme si j'étais à Paris, dans mon cabinet du Jardin des Plantes. »« J'accepte tes vœux et je t'en remercie. Seulement, je te demanderai ce que tu entends par une bonne année, dans les circonstances où nous nous trouvons. Est-ce l'année qui amènera la fin de notre emprisonnement ou l'année qui verra se continuer cet étrange voyage ?»« Ma foi, répondit Conseil, je ne sais trop que dire à monsieur. Il est certain que nous voyons de curieuses choses, et que depuis 2 mois, nous n'avons pas eu le temps de nous ennuyer. La dernière merveille est toujours la plus étonnante, et si cette progression se maintient, je ne sais pas comment cela finira. M'est avis que nous ne retrouverons jamais une occasion semblable. Jamais, Conseil. En outre, monsieur Nemo, qui justifie bien son nom latin, n'est pas plus gênant que s'il n'existait pas. Comme tu le dis, Conseil. Je pense donc, n'en déplaise à monsieur, qu'une bonne année serait une année qui nous permettrait de tout voir. De tout voir, Conseil ? Ce serait peut-être un peu long. Mais qu'en pense Ned Land ? Ned Land pense exactement le contraire de moi, répondit Conseil. C'est un esprit positif et un estomac impérieux. Regarder les poissons et toujours en manger ne lui suffit pas. Le manque de vin, de pain, de viande, cela ne convient guère à un digne saxon auquel les beefsteaks sont familiers, et que le brandy ou le gin, pris dans une proportion modérée, n'effraie guère. Pour mon compte, Conseil, ce n'est point là ce qui me tourmente, et je m'accommode très bien du régime du bord. Moi de même, répondit Conseil. Aussi je pense autant à rester que Maître Land à prendre la fuite. Donc si l'année qui commence n'est pas bonne pour moi, elle le sera pour lui, et réciproquement. De toute façon, il y aura toujours quelqu'un de satisfait. Enfin, pour conclure, je souhaite à monsieur ce qui fera plaisir à monsieur. Merci, Conseil. Seulement, je te demanderai de remettre à plus tard la question des étrennes, et de les remplacer provisoirement par une bonne poignée de main. Je n'ai que cela sur moi. Monsieur n'a jamais été si généreux, répondit Conseil. Et là-dessus, le brave garçon s'en alla. Le 2 janvier, nous avions fait 11 340 miles, soit 5 250 lieues, depuis notre point de départ dans les mers du Japon. Devant l'éperon du Nautilus s'étendaient les dangereux parages de la mer de Corail sur la côte nord-est de l'Australie. Notre bateau prolongeait à une distance de quelques miles ce redoutable banc sur lequel les navires de Cook faillirent se perdre le 10 juin 1770. Le bâtiment que montait Cook donna sur un roc, et s'il ne coula pas, ce fut grâce à cette circonstance que le morceau de corail, détaché au choc, resta engagé dans la coque entr'ouverte. J'aurais vivement souhaité de visiter ce récif long de 360 lieues, contre lequel la mer, toujours houleuse, se brisait avec une intensité formidable et comparable au roulement du tonnerre. Mais en ce moment, les plans inclinés du Nautilus nous entraînaient à une grande profondeur, et je ne pus rien voir de ces hautes murailles coralligènes. Je dus me contenter des divers échantillons de poissons rapportés par nos filets. Je remarquai, entre autres, des germons, espèces de scombres grands comme des thons, aux flancs bleuâtres, et rayés de bandes transversales qui disparaissaient avec la vie de l'animal. Ces poissons nous accompagnaient par troupes et fournirent à notre table une chair excessivement délicate. On prit aussi un grand nombre de spares vertors, longs d'un demi-décimètre, ayant le goût de la dorade, et des pirapèdes volants, véritables hirondelles sous-marines, qui, par les nuits obscures, raient alternativement les airs et les eaux de leurs lueurs phosphorescentes. Parmi les mollusques et les zoophytes, je trouvais dans les mailles du chalut diverses espèces d'alcyonnaires, des oursins, des marteaux, des éperons, des cadrans, des cérites, des hyales. La flore était représentée par de belles algues flottantes, des laminaires et des macrocystes, imprégnés du mucilage qui transsudait à travers leurs pores, et parmi lesquels je recueillis une admirable Nemastoma geliniaroide
qui fut classé parmi les curiosités naturelles du musée. 2 jours après avoir traversé la mer de Corail, le 4 janvier, nous eûmes connaissance des côtes de la Papouasie. À cette occasion, le capitaine Nemo m'apprit que son intention était de gagner l'océan Indien par le détroit de Torrès. Sa communication se borna là. Ned vit avec plaisir que cette route le rapprochait des mers européennes. Ce détroit de Torrès est regardé comme non moins dangereux par les écueils qui le hérissent que par les sauvages habitants qui fréquentent ses côtes. Il sépare de la Nouvelle-Hollande la grande île de la Papouasie, nommée aussi Nouvelle-Guinée. La Papouasie a 400 lieues de long sur 130 lieues de large et une superficie de 40 000 lieues géographiques. Elle est située en latitude entre 0° 19' et 10°2' sud et en longitude entre 128°23' et 146°15'. À midi, pendant que le second prenait la hauteur du soleil, j'aperçus les sommets des monts Arfalx, élevés par des plans et terminés par des pitons aigus. Cette terre, découverte en 1511 par le Portugais Francisco Serrano, fut visitée successivement par Don José de Meneses en 1526, par Grijalva en 1527, par le général espagnol Alvar de Saavedra en 1528, par Hugo Ortez en 1545, par le Hollandais Schouten en 1616, par Nicolas Ruick en 1753, par Tasman Dampier, Fumel, Canteret, Edwards, Bougainville, Cook, Forrest, McClure, par d'Entrecasteaux en 1792, par Duperrey en 1823 et par Dumont d'Urville en 1827. C'est le foyer des Noirs qui occupe toute la Malaisie, a dit M. de Rienzi, et je ne me doutais guère que les hasards de cette navigation allaient me mettre en présence des redoutables Andamènes. Le Nautilus se présenta donc à l'entrée du plus dangereux détroit du globe, de celui que les plus hardis navigateurs osent à peine franchir, détroit que Louis Paz de Torres affronta en revenant des mers du Sud dans la Mélanésie, et dans lequel, en 1840, les corvettes échouées de Dumont d'Urville furent sur le point de se perdre corps et biens. Le Nautilus lui-même, supérieur à tous les dangers de la mer, allait cependant faire connaissance avec les récifs coralliens. Le détroit de Torrès a environ 34 lieues de large, mais il est obstrué par une innombrable quantité d'îles, d'îlots, de brisants, de rochers, qui rendent sa navigation presque impraticable. En conséquence, le capitaine Nemo prit toutes les précautions voulues pour le traverser. Le Nautilus, flottant à fleur d'eau, s'avançait sous une allure modérée. Son hélice, comme une queue de cétacé, battait les flots avec lenteur. Profitant de cette situation, mes 2 compagnons et moi, nous avions pris place sur la plateforme toujours déserte. Devant nous s'élevait la cage du timonier, et je me trompe fort, où le capitaine Nemo devait être là, dirigeant lui-même son Nautilus. J'avais sous les yeux les excellentes cartes du détroit de Torrès, levées et dressées par l'ingénieur hydrographe Vincent Don Dumoulin, et l'enseigne de vaisseau Coupe-Vent des Bois, maintenant amiral, qui faisait partie de l'état-major de Dumont d'Urville pendant son dernier voyage de circumnavigation. Ce sont avec celles du capitaine King les meilleures cartes qui débrouillent l'imbroglio de cet étroit passage, et je les consultai avec une scrupuleuse attention. Autour du Nautilus, la mer bouillonnait avec furie. Le courant des flots, qui portait du sud-est au nord-ouest avec une vitesse de 2,5 miles, se brisait sur les coraux dont la tête émergeait çà et là. « Voilà une mauvaise mer, me dit Ned Land. »« Détestable en effet, répondis-je, et qui ne convient guère à un bâtiment comme le Nautilus. »« Il faut, reprit le Canadien, que ce damné capitaine soit bien certain de sa route, car je vois là des pâtés de coraux qui mettraient sa coque en 1000 pièces si elle les effleurait seulement. » En effet, la situation était périlleuse, mais le Nautilus semblait se glisser comme par enchantement au milieu de ces furieux écueils. Il ne suivait pas exactement la route de l'Astrolabe et de la Zélée qui fut fatale à Dumont d'Urville. Il prit plus au nord, rangea l'île Murray et revint au sud-ouest vers le passage de Cumberland. Je croyais qu'il allait y donner franchement quand, remontant dans le nord-ouest, il se porta à travers une grande quantité d'îles et d'îlots peu connus, vers l'île Tand et le canal Mauvais. Je me demandais déjà si le capitaine Nemo, imprudent jusqu'à la folie, voulait engager son navire dans cette passe où touchèrent les 2 corvettes de Dumont d'Urville, quand, modifiant une seconde fois sa direction et coupant droit à l'ouest, il se dirigea vers l'île Guéboroar. Il était alors 3 heures après-midi.
Le flot se cassait, la marée étant presque pleine. Le Nautilus s'approcha de cette île que je vois encore avec sa remarquable lisière de pandas nus. Nous la rangions à moins de 2 miles. Soudain, un choc me renversa. Le Nautilus venait de toucher contre un écueil, et il demeura immobile, donnant une légère gîte sur bâbord. Quand je me relevai, j'aperçus sur la plateforme le capitaine Nemo et son second. Ils examinaient la situation du navire, échangeant quelques mots dans leur incompréhensible idiome. Voici quelle était la situation. À 2 miles par tribord apparaissait l'île Gueboroar, dont la côte s'arrondissait du nord à l'ouest comme un immense bras. Vers le sud et l'est se montraient déjà quelques têtes de coraux que le jusant laissait à découvert. Nous nous étions échoués au plein et dans une de ces mers où les marées sont médiocres, circonstance fâcheuse pour le renflouage du Nautilus. Cependant le navire n'avait aucunement souffert tant sa coque était solidement liée. Mais s'il ne pouvait ni couler ni s'ouvrir, il risquait fort d'être à jamais attaché sur ses écueils, et alors c'en était fait de l'appareil sous-marin du capitaine Nemo. Je réfléchissais ainsi quand le capitaine, froid et calme, toujours maître de lui, ne paraissant ni ému ni contrarié, s'approcha. « Un accident, lui dis-je ? » ?»« Non, un incident, me répondit-il. »« Mais un incident, répliquai-je, qui vous obligera peut-être à redevenir habitant de cette terre que vous fuyez. » Le capitaine Nemo me regarda d'un air singulier et fit un geste négatif. C'était me dire assez clairement que rien ne le forcerait jamais à remettre les pieds sur un continent. Puis il dit « D'ailleurs, monsieur Aronnax, le Nautilus n'est pas en perdition. Il vous transportera encore au milieu des merveilles de l'océan. Notre voyage ne fait que commencer, et je ne désire pas me priver si vite de l'honneur de votre compagnie. » Cependant, capitaine Nemo, repris-je sans relever la tournure ironique de cette phrase, le Nautilus s'est échoué au moment de la pleine mer. Or les marées ne sont pas fortes dans le Pacifique, et si vous ne pouvez délester le Nautilus, ce qui me paraît impossible, je ne vois pas comment il sera renfloué. Les marées ne sont pas fortes dans le Pacifique, vous avez raison, monsieur le professeur, répondit le capitaine Nemo. Mais au détroit de Torrès, on trouve encore une différence d'1,5 mètre entre le niveau des hautes et basses mers. C'est aujourd'hui le 4 janvier, et dans 5 jours la pleine lune. Or, je serais bien étonné si ce complaisant satellite ne soulève pas suffisamment ces masses d'eau et ne me rend pas un service que je ne veux devoir qu'à lui seul. Ceci dit, le capitaine Nemo, suivi de son second, redescendit à l'intérieur du Nautilus. Quant au bâtiment, il ne bougeait plus et demeurait immobile, comme si les polypes coralliens l'eussent déjà maçonné dans leur indestructible ciment. « Eh bien, monsieur, me dit Ned Land, qui vint à moi après le départ du capitaine. Eh bien, l'ami Ned, nous attendons tranquillement la marée du 9, car il paraît que la lune aura la complaisance de nous remettre à flot. »« Tout simplement ?»« Tout simplement. Et le capitaine ne va pas mouiller ses ancres au large, mettre sa machine sur ses chaînes et tout faire pour se déhaler ? » ?»« Puisque la marée suffira, répondit simplement Conseil. » Le Canadien regarda Conseil, puis il haussa les épaules. C'était le marin qui parlait en lui. « Monsieur, répliqua-t-il, vous pouvez me croire quand je vous dis que ce morceau de fer ne naviguera plus jamais, ni sur, ni sous les mers. Il n'est bon qu'à vendre au poids. Je pense donc que le moment est venu de fausser compagnie au capitaine Nemo. »« Ami Ned, répondis-je, je ne désespère pas comme vous de ce vaillant Nautilus, et dans 4 jours nous saurons à quoi nous en tenir sur les marées du Pacifique. D'ailleurs, le conseil de fuir pourrait être opportun si nous étions en vue des côtes de l'Angleterre ou de la Provence, mais dans les parages de la Papouasie, c'est autre chose, et il sera toujours temps d'en venir à cette extrémité si le Nautilus ne parvient pas à se relever, ce que je regarderais comme un événement grave. »« Mais ne saurait-on tâter au moins de ce terrain ?» reprit Ned Land. « Voilà une île, sur cette île il y a des arbres. Sous ces arbres, des animaux terrestres, des porteurs de côtelettes et des roast-beef, auxquels je donnerais volontiers quelques coups de dents. » « Ici, l'ami Ned a raison, dit Conseil, et je me range à son avis. Monsieur ne pourrait-il obtenir de son ami le capitaine Nemo de nous transporter à terre, ne fût-ce que pour ne pas perdre l'habitude de fouler aux pieds les parties solides de notre planète ? » ?»« Je peux le lui demander, répondis-je, mais il refusera. »« Que monsieur se risque, dit Conseil, et nous saurons à quoi nous en tenir sur l'amabilité du capitaine. » À ma grande surprise, le capitaine Nemo m'accorda la permission que je lui demandais, et le fit avec beaucoup de grâce et d'empressement, sans même avoir exigé de moi la promesse de revenir à bord. Mais une fuite à travers les terres de la Nouvelle-Guinée eût été très périlleuse, et je n'aurais pas conseillé à Ned Land de la tenter. Mieux valait être prisonnier à bord du Nautilus
que de tomber entre les mains des naturels de la Papouasie. Le canot fut mis à notre disposition pour le lendemain matin. Je ne cherchais pas à savoir si le capitaine Nemo nous accompagnerait. Je pensais même qu'aucun homme de l'équipage ne nous serait donné et que Ned Land serait seul chargé de diriger l'embarcation. D'ailleurs, la terre se trouvait à 2000 miles au plus, et ce n'était qu'un jeu pour le Canadien de conduire ce léger canot entre les lignes de récifs si fatales aux grands navires. Le lendemain, 5 janvier, le canot, déponté, fut arraché de son alvéole et lancé à la mer du haut de la plateforme. 2 hommes suffirent à cette opération. Les avirons étaient dans l'embarcation et nous n'avions plus qu'à prendre place. À 8 heures, armés de fusils et de haches, nous débordions du Nautilus. La mer était assez calme, une petite brise soufflait de terre. Conseil et moi, placés aux avirons, nous nagions vigoureusement, et Ned gouvernait dans les étroites passes que les brisants laissaient entre eux. Le canot se maniait bien et filait rapidement. Ned Land ne pouvait contenir sa joie. C'était un prisonnier échappé de sa prison, et il ne songeait guère qu'il lui faudrait y rentrer. « De la viande, répétait-il. Nous allons donc manger de la viande. Et quelle viande, du véritable gibier. Pas de pain, par exemple. Je ne dis pas que le poisson ne soit une bonne chose, mais il ne faut pas en abuser, et un morceau de fraîche venaison, grillé sur des chardons ardents, variera agréablement notre ordinaire. » Gourmand, répondait Conseil, il m'en fait venir l'eau à la bouche. Il reste à savoir, dis-je, si ces forêts sont giboyeuses, et si le gibier n'y est pas de telle taille qu'il puisse lui-même chasser le chasseur. Bon, monsieur Aronnax, répondit le Canadien, dont les dents semblaient être affûtées comme un tranchant de hache, mais je mangerai du tigre, de l'aloyau de tigre, s'il n'y a pas d'autre quadrupède dans cette île. L'ami Ned est inquiétant, répondit Conseil. Quel qu'il soit, reprit Ned Land, tout animal à 4 pattes sans plumes ou à 2 pattes avec plumes sera salué de mon premier coup de fusil. Bon, répondis-je, voilà les imprudences de Maître Land qui vont recommencer. N'ayez pas peur, monsieur Aronnax, répondit le Canadien, et nagez ferme. Je ne demande pas 25 minutes pour vous offrir un mets de ma façon. À 8h30, le canot du Nautilus venait s'échouer doucement sur une grève de sable, après avoir heureusement franchi l'anneau coralligène qui entourait l'île de Gueboroar. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve très vite pour la suite de 20 000 lieues sous les mers.